comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on est lundi 10 je crois. Je suis prête, c'est mon dernier jour donc ici à Saint-Malo pour le festival. Donc je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais il y a pas mal de choses que j'essaye de poster. Pas tout en effet, mais ce que je trouve intéressant pour le moment à vous montrer et ce que je peux. Aujourd'hui, dernier jour, je vais suivre un débat ce matin à 10 h, mais avant je vais à la plage parce que hier j'ai pas été, j'ai dormi, j'ai beaucoup dormi. Donc comme je vous disais, je viens ici pour les vacances. C'était prévu depuis en fait très longtemps, depuis le début de l'année, et voilà, c'est fait. Et en même temps j'ai réalisé un rêve parce que j'ai toujours voulu y aller, et justement hier j'en parlais à ma mère qui me disait waouh, t'avais toujours envie d'y aller, c'est fait. Alors les boucles d'oreilles que je porte ici sont de chez Aizana, bien évidemment. Je les trouve tellement jolies, je les ai eues pour mon anniversaire, un petit peu avant en fait. Et c'était un petit cadeau de moi à moi et j'adore. Donc c'était un petit cadeau. Allez, je vous emmène avec moi et ensuite je reviens pour rendre ma chambre et continuer ma journée et partir pour rentrer du coup à Paris parce que la routine parisienne va reprendre. Voilà, je vous embrasse fort et on se dit à tout de suite parce qu'on va à la plage. Bisous.
coup, je vais tourner un peu la caméra pour que vous puissiez voir mon visage. J'ai retiré mes lunettes parce qu'il pleut. Je vais dézoomer ce truc. Alors là, c'est Saint-Malo, derrière, Intramuros. Et là, je monte sur la grande baie, je crois. Il y a des petites îles. Et c'était mon objectif d'hier. Je l'ai pas fait hier. Je suis en train de l'accomplir aujourd'hui. Et même si je suis fatiguée, je ne peux pas rester ici parce qu'il n'y a pas d'abri. Donc je serai obligée de rebrousser chemin. C'est trop cool. Vraiment trop cool. Je prie pour qu'il ne pleuve pas davantage parce qu'il fait pas beau en effet. Mais tant qu'il ne pleut pas, ça va. Si vous venez à Saint-Malo, n'oubliez pas que c'est un peu une ville portuaire. Prenez de quoi vous réchauffer en fait. Parce que... Ah, il y a des gens qui font du kayak. Prenez de quoi vous réchauffer parce que... Voilà. Il y a beaucoup de vent en fait. Et même s'il ne fait pas vraiment froid, oups, avec le vent, vous pouvez avoir... Je voulais vous montrer les gens qui font du kayak. Mais je sais pas pourquoi je suis montée par là. Alors ils sont juste ici. Ah bon, on les voit pas. Bon, ah ils sont là-bas. Oui, je sais pas si vous voyez. Moi je sais pas si je suis montée au bon endroit. Parce que je vais aller sur la côte, enfin le pic là. Je vais passer par là. En espérant que ça va m'emmener au pic. Parce que je suis les chemins en fait. Les itinéraires sur le sol qui sont tracés, mais je n'ai aucune idée de l'endroit. Encore moins de la destination. Enfin, je sais où je vais. Je veux aller, mais je sais pas forcément comment m'y rendre.
vous allez me dire si vous êtes d'accord là-dessus, mais qui semble être un peu le double de l'écrivain. Et ce qui est intéressant, c'est que Ira, ça veut dire chant, et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est ce qui pour moi caractérise le texte que vous nous proposez, qui est absolument éblouissant dans sa forme poétique. Et c'est vrai que je l'ai entendu aussi comme un chant. C'est moi qui te bloque, pardon. Non, ça va. Bonjour à tout le monde. Effectivement, Revenir, c'est un livre qui clôt un cycle de quatre textes, 4 récits. Et lorsque, effectivement, vous parlez de 16 livres, 3 romans, je ne considère pas en fait les choses comme en compartiment. Je ne fais pas que du théâtre ou de la poésie ou du roman, mais je viens d'une autre tradition du récit. Et qu'importe pour moi que ce soit de la poésie ou du roman, mais c'est un mouvement de soi, c'est le verbe qui prend sa place. Et ce livre, effectivement, c'est le plus autobiographique parce qu'il y a eu un projet réel d'écrire l'enfance de mon père, d'écrire aussi mon enfance, de mettre ça en parallèle, une enfance de mon père sous la colonisation, puis mon enfance sous la dictature, et comment un pays traverse ces 2 périodes de l'histoire. Et pendant longtemps, le livre ou le manuscrit était à la première personne. Mais au moment des épreuves, lorsque le texte était déjà chez l'éditrice, ah oui. C'est à ce moment-là qu'il a fallu en fait sélectionner qu'est-ce que je veux faire de ce livre. Et à ce moment-là, trouver la raison du livre. Et c'est le titre Revenir qui a fait que j'ai écarté certaines choses, j'ai réarrangé certaines choses et fait en sorte aussi que ça devienne un livre de fiction, que ce n'est plus de l'autobiographie. Et c'est pour ça que j'ai changé le statut du narrateur. Ce n'était plus moi, c'est Ira. Et Ira, pourquoi Ira? C'est le chant parce que l'écriture pour moi c'est un mouvement intérieur et ça peut inclure le chant, et surtout c'est d'une tradition à Madagascar de ce qu'on appelle les maîtres de la parole. La parole n'est pas simplement l'écriture, la parole se dit, se donne, se reçoit aussi. Et Ir, c'est le nom de mon arrière-grand-père maternel. Et mon arrière-grand-père maternel était un khatib. Un khatib à Madagascar, c'est celui qui s'occupe du livre d'un clan. Et la colonisation a en fait arrêté ce mouvement-là lorsque les colons ou le colonisateur est arrivé. La première chose qu'ils ont fait, c'est de couper le peuple avec sa culture. Et des personnes comme mon grand-père ont été décrédibilisées, comme on dit, ou alors folklorisées. C'est-à-dire que les coutumes malgaches ont été présentées comme du folklore, comme quelque chose d'exotique et qui n'est pas quelque chose de profond. Et à ce moment-là, beaucoup de maîtres de la parole, soit ils ont été présentés comme des sorciers, comme des conteurs, ou carrément on les a assassinés. Et c'est arrivé. Ou alors convertis au christianisme. Et à ce moment-là, dans la famille, en fait, il y a eu une sorte de coupure. Et comme moi, je suis né le 7e année de l'indépendance, anniversaire de l'indépendance, à ce moment-là, c'était comme une reprise par la famille de cette tradition de la parole. Et sans que je le sache, en fait, quand j'étais petit, j'ai été initié
à ce mouvement du grand-père. Et parce que la naissance, elle était... ma mère est allée à l'hôpital le 26 juin, le matin comme ça en fait, et un peu plus tôt que ça. Et à l'hôpital, on lui a dit, mais on n'accouche pas le 26 juin, madame, il faut revenir chez vous. parce que les sages-femmes étaient en train de faire le défilé au stade avec les militaires. Donc il n'y avait pas de sage-femme ni de médecin à l'hôpital. Et on est revenu à la maison. Et dans le taxi, j'allais sortir. Elle m'a dit, attends un peu, on va arriver à la maison. Et pendant ce temps-là, tout le quartier a entouré la maison. Le quartier attendait la sortie de cet enfant qui allait naître à 9h du matin. Et je suis sorti, il y a l'hymne national qui a retenti. Pour saluer votre naissance. Mountain, which is not called Heart Spring Mountain, but it's a fictional reenactment, a recreation of the mountain where I live, where my grandparents live, where my dad grew up, where I grew up, and where my children now grow up. And so what I'm interested in is these multiple stories that are contained in one landscape, and the way in which the history of both the family and anything that happens on that mountain is still very alive in the present and very resonant in the present. So I wanted the experience of reading the novel to not only discuss the issue of how the past is present is alive in the present moment, but I wanted the reader to experience that as they were reading. So I start with Vale and the storm, and her mother has gone missing, and she returns to Heart Spring Mountain to look for her mother, but suddenly the past starts inserting itself into that present story. So I wanted the structure to echo that theme. I started writing it when, oh yeah. Donc je dirais en fait qu'un des personnages principaux de mon livre, c'est la montagne Hot Spring Mountain. J'ai grandi moi-même dans le Vermont sur une montagne qui ne s'appelle pas comme ça, mais celle que je décris dans mon roman est basée sur celle que je connais. Moi je viens d'un endroit où mon grand-père a grandi, puis mon père, puis moi, puis maintenant mes enfants. Et donc ce qui m'intéresse dans ce roman, c'est de décrire la multiplicité des histoires qui peuvent habiter un même lieu. Et je voulais vraiment montrer comment ces histoires de famille sont encore présentes et vivantes dans le présent. Et je ne voulais pas que raconter cela, mais je voulais aussi que ce soit l'expérience du lecteur au niveau de ma structure. Donc c'est pour ça qu'on a Vale dans le présent, qui apprend que sa mère a disparu au cours de ce terrible orage, qui retourne dans le Vermont, et c'est là que l'histoire s'insère, le passé s'insère dans le présent. Et je voulais vraiment que la structure fasse écho à cette intention. Bonnie est en quelque sorte justement le point d'ancrage entre le passé et le présent. Et juste un mot aussi sur le découpage en chapitres de votre livre, avec chaque chapitre, il y a le chapitre intitulé Les champs, le chapitre intitulé La maison, le chapitre intitulé Les bois ou la rivière. Yes, so it's broken into 4 sections. And again, I wanted to be very explicit about the ways in which the landscape is defined by the people who live there and defines the people who live there. So I just wanted to root the house, the river, the mountain, root the story in this sense of landscape. And also, I began writing the book after Tropical Storm Irene, which was a hurricane that moved north through Vermont and created tremendous damage.
And so the story is about how a landscape shifts over time and over generations, but also how it is shifting today in this era of climate change, where every landscape is the weather patterns are different and the landscape themselves are being altered. And so I wanted to look at how the past has both caused this disturbance and what we can learn from the past in terms of moving forward with this shifting landscape. Je ne l'ai jamais vu, il est très grand et il sort toutes les nuits à minuit selon la légende. Et quand il sort, il traverse le pays, il traverse Port-au-Prince, il traverse le monde entier. D'un pas, il peut relier Saint-Malo à Paris, Paris à Port-au-Prince, Port-au-Prince à... Donc c'est ce que raconte la légende. Et moi j'avais ma petite idée d'écrire un roman sur une certaine impossibilité de s'accrocher à la vie. C'est-à-dire on est là, on a une présence, on respire, on a des velléités, des envies, de grands rêves, mais on n'arrive pas, on n'y arrive pas. Et j'ai pensé à cette femme. Moi, je rencontre des personnages dans ma tête parce qu'on est habité par plein de voix, plein de vies. À un moment donné, on essaye d'en choper une vie, et on continue. Et donc, j'ai réussi à choper cette voix de ma tête, la voix de Marie Elita Demosthène-Laguerre. C'était ça mon roman, c'était elle. Une femme qui a beaucoup vécu, qui a vu des choses, qui a vécu des choses, qui a eu une enfance douloureuse. Elle essaye de s'en sortir, elle n'y arrive pas. Je savais qu'elle allait mourir, cette femme. Ce n'est pas possible. Mais le plus important, c'était pas la mort, mais c'était sa façon à elle de vivre la mort. C'est-à-dire quelqu'un qui chute debout, avec fierté, qui chute avec force, avec toute sa présence, toute sa splendeur. Mais à un moment donné, elle a fait un truc qui va me basculer le livre, basculer toute l'idée vers autre chose. Elle est allée voler un enfant à la maternité de l'hôpital général. Et donc, un bébé qu'elle va utiliser pour mendier sa vie. J'ai fait la rencontre de cet enfant. Je l'ai appelé Poto. Pourquoi? Parce que dès qu'elle a fait ça, j'ai pensé à Maître Minuit. Je ne sais pas pourquoi. Ce personnage légendaire, grand, qui marche, qui avance, quoi qu'il arrive. J'ai pensé à Maître Minuit. Et je me suis dit, sachant que Marie Elita Laguerre devait mourir, c'était ça son destin, j'étais devenu tout de suite le père de cet enfant. Je devais en faire quelque chose. Et j'ai pensé à Maître Minuit. Donc, la grande histoire est arrivée. Parce que Poto est arrivé dans les années 50. Je ne sais pas quand, mais entre 50 et 57. Et donc je me suis donné pour mission de faire de cet enfant un grand nègre. En Haïti, le mot nègre, ça veut dire être humain. Quand on dit grand nègre en Haïti, c'est un grand humain. Une belle personne. Et donc j'ai raconté sa vie. Et comme il est arrivé dans les années 50, forcément, pour réussir une telle traversée, il faut être capable d'affronter la dictature, de la raconter, de déterrer des mémoires, de faire tout contre l'oubli, contre l'ignorance. Et j'ai déterré des choses, et on suit la marche de Poto des années 50 à aujourd'hui. Poto a traversé toute la dictature, les fausses transitions démocratiques, la fausse démocratie, vers le présent. Même si c'est souvent assez dur ce que vous racontez de la vie de Poto, évidemment, aussi la référence à Maître Minuit, elle est intéressante parce que c'est la métaphore de quelqu'un qui reste debout et qui, quoi qu'il arrive, continue à avancer. Ah oui, bien sûr, moi j'ai mis Poto dans des situations extrêmement compliquées. Après, je me dis, bon là, c'est sûr que tu vas y passer. Et il trouve toujours la sortie, il arrive toujours à continuer son chemin. Mais comment faire arriver, placer la grande histoire dans
d'une petite histoire. La vie de Poto, c'est votre vie, c'est ma vie. On arrive dans le monde, on grandit, on avance, on essaie de réaliser ses rêves, sachant dans les années à venir qu'on va disparaître, qu'on va mourir. Et donc c'est une petite vie, c'est une vie ordinaire. Mais je lui ai confié des secrets, je lui ai confié des passions. Je lui ai dit, Poto, tu ne pourras pas traverser toute cette violence, la dictature, tout ça, tout ce qu'on a connu sans rêve, sans passion. Et j'ai fait de lui un dessinateur, mais un génie. Et on découvre toute cette période, 3 décennies de dictature, à travers les dessins de Poto. Il dessine tout. On n'a jamais vu un dictateur en caleçon. C'est impossible. Le dictateur, c'est un grand enfant. Il est perturbé. Même les marques d'affection à son égard sont suspectes. Il a peur. Il se cache. Il a des doutes. Il doute de tout, mais ce n'est pas le doute de l'écrivain. Mais il a envie de tuer. Et Poto nous a plongé dans l'intimité de ce dictateur. On le voit en train de ronfler, en train de dormir. Poto nous a plongé dans la tête de sa femme, qui parle de son mari, qui dit il pue de la gueule, mais j'ai pas le choix, je dois l'embrasser, sinon il va me tuer. C'est des trucs comme ça. Il y a le petit garçon, le fils, François Duvalier, Jean-Claude Duvalier. C'est un tigre victime de la méchanceté de son papa. Un enfant de 10 ans qui va tous les dimanches assister aux exécutions. Il arrive, il est à côté de son papa et il regarde ça. Des gens qui tombent, des gens qui meurent. Et Poto nous plonge dans sa tête. Enfin, cet enfant qui essaie d'être viril, qui essaie d'être méchant, qui tue les fourmis sous les yeux de tonton Macoute pour qu'il puisse aller raconter ça à son papa. Ah, ton enfant là, ah, votre enfant là, monsieur. Ah ouais, il va y arriver. Donc, les dessins de Poto nous racontent tout ça, l'intimité de la dictature. C'était très important pour moi. Ah oui, attention. Oui, parce que je voulais, comme je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voudrais qu'on dise un mot de l'écriture quand même, parce que vous avez... je crois qu'on l'entend en même temps. On l'entend, oui, c'est ça. Mais par exemple, vous avez supprimé les majuscules, vous avez modifié un peu enfin, vous jouez de la ponctuation. Ah si, je trouve que ça donne une fluidité dans la lecture, ça change la lecture. Enfin moi je l'ai vécu comme ça. Je ne l'ai pas lu de la même manière parce qu'il n'y avait pas les majuscules. J'arrêtais pas, comme on fait toujours dès qu'il y a une majuscule en début de phrase. Il y a une fluidité que j'ai trouvée vraiment formidable en dehors de l'invention poétique permanente qui fait vous changez le regard en fait, vous obligez à regarder autrement par rapport à une langue banale en fait. Duvalier est mort dans son lit d'une simple crise cardiaque. C'est-à-dire, les Haïtiens n'ont pas réussi à se mettre ensemble contre lui jusqu'à la fin. Et donc moi, j'ai mis les lettres à taille humaine, toutes ensemble, contre ce grand P, papa à vie. Vous savez, quand la France nous a envoyé Jean-Claude Duvalier comme aide humanitaire en janvier 2011, après le tremblement de terre, des Haïtiens, cette jeunesse, une bonne partie de cette jeunesse, ont été accueillis à l'aéroport international avec des chants, des sourires, des fleurs. Et ça m'a tué. Donc j'ai écrit ce livre pour revenir sur cette période et dire aux Haïtiens, dire à tout le monde, attention, il s'est passé ça. Parce qu'on oublie vite, les Bourroudiens sont les donneurs de leçons d'aujourd'hui. Et donc c'était très important pour moi d'écrire ce livre. Très réussi. C'est pas le bon micro, si. Non, c'est pas le bon micro là. Non, mais il y en a d'autres. Je crois qu'il y a eu une erreur de micro. Voilà. Yes, it has two narrators. One is Marianne, a young girl who is in the story growing up. And in contrast, there is also Ao Yong, who is a retired man who is growing old in the story. And they both have, in a way, have very
they have no roots. Marianne is an orphan when she comes to the town, and Ao Yong has given up his life in the city to come to a small town. Oui, en effet, j'ai choisi d'avoir ces deux narrateurs. Donc on a Marianne qui est une jeune fille qui est orpheline, et par contraste, il y a Ao Yong qui est un vieux monsieur qui est retraité, qui va vieillir pendant l'histoire. Et ils ont tous les deux comme point commun d'être des déracinés. Alors elle est orpheline comme j'ai dit, et puis lui, il a abandonné sa vie en ville pour venir se retirer dans ce petit village. There is a central character, Bibi, as you mentioned, and she is described by the two narrators, and also the other characters in the book as well are described by the two narrators. Il y a ce personnage central, comme vous l'avez dit, qui est Bibi, et elle est décrite à tour de rôle par ces deux narrateurs, et tous les autres personnages du livre vont être décrits aussi à tour de rôle par deux voix différentes. And the town where the stories take place is a fictional town. I had to make it up because I wanted representative elements of the whole country to be in that town. I think like Robin, I wanted the mountains, the lakes, the rivers, the weather, and that had to be made up to house these people. Alors le village dans lequel mon histoire a lieu, c'est un lieu imaginaire parce qu'en fait je voulais un lieu qui soit assez représentatif de tous les aspects que je voulais mettre de la Malaisie, et un peu comme Robin avec cette histoire de montagne, de lac, tout ça, j'avais envie d'un endroit qui puisse représenter toutes ces choses-là à la fois. Alors c'est un lieu, ça s'appelle Lubok Sayong, le lieu. Oui, c'est ça. Et c'est un lieu que vous inventez donc, et qui a 3 lacs. C'est important, les 3 lacs? Well, the 3 lakes are important in the book because I wanted a legend to be written into the book, and the 3 lakes are part of the legend. Oui, c'est très important ces 3 lacs parce que j'avais envie qu'il y ait une légende qui soit inscrite dans le livre et qu'on retrouve, et que la légende se bâtit autour de ces 3 lacs. And it's also central to the floods, and the lakes are part of how the floods work in Lubok Sayong. Et c'est là qu'ils sont aussi essentiels pour le déluge et les inondations qui ont lieu chaque année là-bas. Et donc voilà, ils font partie aussi de cet écosystème-là. Alors, il faut savoir que ce livre est très drôle. Vraiment, vous avez beaucoup d'humour, et vos personnages évidemment aussi, puisque c'est vous-même qui les créez. On croise, alors Marianne par exemple, elle est donc orpheline, et on va découvrir une petite partie de sa vie avant qu'elle ne vienne vivre avec Bibi. Et Marianne est dans un pensionnat pour orphelines, un pensionnat de jeunes filles, où toutes les jeunes filles ont Mary pour premier prénom. Pourquoi? Why not? Yeah, I think part of the setting of the orphanage. I went to a girls' school when I was young. It was a Methodist girls' school, only girls. And I think I'm thinking back to that time in school, and I think I think I was just having fun with naming everyone Mary, including the cat. Oui, alors moi j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Moi j'étais dans une école de filles, une école méthodiste, et j'ai repensé à tout ça, et en fait je me suis dit que ça m'amuserait de renommer tous les personnages, toutes les jeunes filles Marie, jusqu'au chat qui s'appelle aussi Marie. But also following through from that, I think I was writing Marianne as a girl who was also looking for herself. And I think in a place like the orphanage where everyone is called Mary, I'm sure they all had some identity problems. Et Marianne, c'est aussi une jeune fille qui est en quête d'identité, qui essaie de se trouver dans un endroit où tout le monde s'appelle Mary. Toutes ces jeunes filles ont clairement des problèmes d'identité. Alors Marianne va arriver dans la vie de Bibi à la suite d'un drame, puisque en fait... Hi guys, du coup c'est ma dernière journée, j'ai rendu mon hôtel, mes choses sont à la conciergerie, et là je vais manger une salade et je vais boire une bière. Là je vais partir, c'est cool, et j'ai pris mon livre avec moi pour pouvoir continuer ma lecture. Voilà. Et je fais un peu de shopping. Je vais aller voir tout ça.
que les